Merci de nous rejoindre dans le 19h30 de A12 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Des pleurs, des larmes et des regrets ce samedi 1er juin aux obsèques du président Henri Konan Bédié dans son village de Pépressou. Des milliers d'Ivoiriens ont rendu un dernier hommage à l'ancien chef d'État décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Des témoignages révélateurs ont accompagné les obsèques de l'ex-chef d'État. On entendra dans ce journal les propos forts tenus par Charles Blégoudet et Daniel Boni-Claverie, tous deux chefs de partis politiques. Hors de nos frontières, le Gabon et la France renforcent leur coopération bilatérale. 9 mois après le coup d'État de la fin août 2023, Brice Oligui Nguema et Emmanuel Macron ont convenu lors d'un entretien ce vendredi de resserrer les relations entre leurs deux pays. Fin des obsèques de l'ex-chef d'État et président du PDCI RDA Henri Konan Bédié. Ce samedi 1er juin, dans son fief de Pépressou, des milliers de personnes ont tenu à rendre un dernier hommage à celui de qui la Côte d'Ivoire retient essentiellement l'image d'un homme de paix et de réconciliation. Reportage. Il était à la fois cet homme d'État rompu à la gestion des grandes affaires de la nation et ce régent traditionnel dont l'influence laissait transparaître le prestige des souvenirs à Caen. Ce samedi 1er juin, l'ex-chef d'État ivoirien et président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, a été inhumé dans son village natal de Pépressou au cours d'une double cérémonie traditionnelle et religieuse. Après l'étape du Nzi, une messe de requiem a été organisée dans la stricte liturgie catholique afin de prier pour le repos de l'âme du défunt, dont la Côte d'Ivoire retient de lui le souvenir de celui qui a été prêt à tous les renoncements pour préserver la paix dans son pays. Étreints par le deuil, des milliers d'Ivoiriens et même des visiteurs venus de l'étranger, au-delà des divergences, ont tenu à rendre un dernier hommage au successeur de Félix Houphouët-Boigny, décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Comme tout le monde sait, le tonnerre était tombé sur la Côte d'Ivoire en perdant notre illustre président, digne héritier de Houphouët-Boigny, M. Henri, son Excellence Henri Konan Bédié. Et tout ça étant les petits-enfants, les petits-fils de Côte d'Ivoire à l'extérieur, même que ce soit la diaspora, on se devait le devoir de venir au moins lui rendre hommage. C'est à ce titre-là que Maman Africa est là, ou Gaïe Félicité est là, pour rendre hommage à son président. Le président Bédié a dit, ça reste éternel, les grandes douleurs sont muettes. Quelle est notre souffrance de le voir partir? Quelle est notre souffrance de rester demeuré orphelin? Mais nous rappelons de ce qu'il était le plus cher pour lui, c'est-à-dire l'union. Grâce à l'union et à la cohésion au sein du PDCI, nous en sortirons par la grâce de Dieu. Prions pour lui, prions pour le repos de son âme, afin que lui aussi veille sur le là où il va être, près du président Houphouët-Boigny. Après plusieurs semaines de deuil, son parti, le PDCI RDA, dont il fut le président depuis la mort en décembre 1993 de Félix Houphouët-Boigny, a achevé sa période de deuil ce dimanche 2 juin. Plusieurs dirigeants de partis politiques ont également fait le déplacement de Pépressou. Parmi ceux-ci, Charles Blégoudet, président du COJEP, et Daniel Boni-Claverie de l'URD. L'un après l'autre ont rétabli des vérités sur l'homme qui était Henri Konan Bédié, ainsi que sur des contre-vérités imputées à son parcours politique. On les écoute. L'homme d'État, Henri Konan Bédié, tout le monde en a parlé. Le politique, tout le monde en a parlé également. J'ai tenu à être là pour parler de l'humain, Henri Konan Bédié. L'humain que malheureusement j'ai connu dans ces dernières années. C'est vrai, beaucoup peuvent s'interroger, comment Charles Blégoudet peut-il rendre hommage au président Henri Konan Bédié? Parce que quand j'étais étudiant, nos rapports avaient été tendus. Quand j'étais à La Haye, où j'étais en prison, l'homme politique en Côte d'Ivoire qui m'a le plus assisté m'a témoigné solidarité africaine, c'était le président Henri Konan Bédié.
il m'a envoyé 2 délégations de haut niveau pour m'assister, pour prendre de mes nouvelles. Au moins une fois par mois, mon téléphone sonnait. Et c'était la voix du président Henri Konan Bédié. Mon fils, comment tu vas? Tiens bon, ton pays t'attend. Voici ce qu'il me disait à chaque fois. Et ça me redonnait beaucoup d'espoir. Quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, en novembre 2022, j'ai été reçu à Daoukro par le président Henri Konan Bédié. Il m'a reçu à déjeuner. Il m'a reçu comme un père reçoit un fils qui sort de prison. Avec tout le rituel qui accompagne cela. Avec toute la symbolique qui accompagne cela. Comment pouvais-je être absent au moment où ce grand homme part et nous quitte, en nous léguant cette valeur de rassembleur d'hommes qu'il est, au-delà de son parti politique. C'est ça un homme. Le président Bédié a rassemblé au-delà de son parti politique. Il n'est pas un chef de clan, c'est un homme d'État. C'est ce témoignage-là que je suis venu faire. Mais le président Bédié était aussi un homme de pardon. Il pardonnait à ceux avec qui il n'a pas toujours eu de bons rapports. Et j'en suis un symbole. C'est ça aussi un homme d'État. C'est ce symbole-là qui nous lègue. Au moment où nous allons nous séparer de lui, mon souhait le plus ardent, c'est que tous, autant que nous sommes ici, qui depuis quelques semaines, j'allais dire depuis des mois, pleurons la disparition de notre père à tous, je voudrais qu'on maintienne et qu'on entretienne cet héritage d'homme rassembleur qu'il est. Pour qu'on puisse se rassembler autour de la Côte d'Ivoire. Pour que cet idéal dont il a toujours rêvé puisse se réaliser. Oui, le président Bédié, un homme qui a de la tenue et de la retenue. Voilà l'homme qu'il a été. Oui, le président Bédié, un homme qui sait renoncer pour faire grandir la Côte d'Ivoire. À quoi sommes-nous prêts à renoncer autant que nous sommes ici nous tous? Voilà la question qui va se poser à nous au soir du samedi prochain. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour notre idéal commun? Cette Côte d'Ivoire qui va compter parmi les nations. Cette Côte d'Ivoire qui ne sera pas toujours un sac au dos. Cette Côte d'Ivoire qui ne va pas toujours tendre la main. Mais cette Côte d'Ivoire qui sera grande comme l'a souhaité Houphouët-Boigny, mais comme l'a souhaité surtout le président Henri Konan Bédié que nous pleurons aujourd'hui. À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Souvent, le président Bédié a renoncé pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, il part. Et nous qui sommes là, nous les vivants, sa vie nous interpelle. À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Cet homme qui part aujourd'hui, je voudrais lui dire adieu. Adieu l'humain. Adieu le rassembleur. Adieu l'homme de paix. Adieu l'homme qui sait renoncer surtout. Et qui le repose en paix. Condoléances à vous tous. Je vous remercie. Merci. Je voudrais ici apporter mon petit témoignage à ce faux procès fait à Henri Konan Bédié. Il s'agit du fameux concept de l'ivoirité. En tant que son ministre de la Communication d'alors, j'ai eu à expliquer qu'il s'agissait d'abord d'exalter les valeurs ivoiriennes et d'affirmer une identité nationale distincte du sentiment d'appartenance ethnique traditionnelle. Il est vrai que certains, par zèle, d'autres par opportunisme politique, ont donné une connotation excessivement négative à ce concept, accusant les autorités d'alors d'être sectaires et xénophobes. En fait, il s'agissait de créer, de donner une identité à un État-nation en construction, sans exclure qui que ce soit, je dis bien, sans exclure qui que ce soit. Il fallait que cela soit dit. Il faut que les jeunes générations sachent
que la Côte d'Ivoire, petite de taille, a été grande par l'envergure de certains de ces hommes et de ces femmes, dont Henri Konan Bédié, qui ont contribué à la renommée de notre pays. Toujours au chapitre politique, le RHDP au pouvoir semble déjà en orbite pour récidiver en 2025. Les initiatives de rassemblement de soutien à la candidature d'Alassane Ouattara se multiplient dans chaque segment du parti. Le 22 juin prochain, ce sont les femmes à l'initiative de la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui prévoient un meeting géant au parc d'export d'Abidjan. La région du Cavali devrait d'ailleurs en faire de même. On en parle dans cet élément. Chez les oufétistes au pouvoir, la réélection d'Alassane Ouattara en 2025 est à l'heure actuelle la priorité. Meeting d'hommage et de reconnaissance aux actions de développement du chef de l'État, concertation au sommet de l'appareil politique du RHDP pour rassurer les militants et affiner les stratégies en vue d'une reconduction du président sortant pour un nouveau mandat à l'issue de la présidentielle prévue pour se tenir dans 17 mois. Après les régions des lagunes, de l'Agnébitiassa, des Grands Ponts et des Savanes, le 22 juin prochain, ce sont les structures féminines du parti au pouvoir, fédérées au sein de l'Union des femmes du RHDP, qui préparent le tout un rassemblement géant au parc des sports de Treichville à Abidjan. Pour cet événement, le comité d'organisation piloté par la ministre Nassénéba Touré espère la participation de 20 000 femmes venant de toutes les régions du pays. Parallèlement, la région du Cavali, sous la roulette de la ministre Anne-Désirée Oloto, devrait abriter incessamment un meeting d'hommage au chef de l'État. Visiblement, la machine électorale du RHDP pour 2025 est en roue libre. Chacun des ponts du parti manifestant la volonté de marquer son territoire, l'on devrait s'attendre à une prolifération de ce genre d'initiative jusqu'au seuil du prochain scrutin présidentiel en octobre 2025. Pourvu que le concerné se déclare lui-même favorable à l'idée d'une 4e candidature pour un second mandat de la 3e République. Rebondissement dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2023 au Burkina Faso. Ce samedi, le procureur militaire de Ouagadougou, Ahmed Sountoura, lors d'une conférence de presse, a déploré la non-extradition par la Côte d'Ivoire de l'ex-directeur financier de l'agence de renseignement du Burkina, Mahamadi Belem, accusé d'avoir tenté de fournir la logistique pour la présumée tentative de putsch contre le capitaine Traoré. De nouvelles accusations graves des autorités judiciaires burkinabées contre la Côte d'Ivoire. Ce samedi 1er juin, le tribunal militaire de Ouagadougou a pointé du doigt l'État ivoirien pour la non-exécution des mandats d'arrêt lancés à l'encontre de Mahamadi Belem, ex-directeur administratif et financier de l'Agence nationale de renseignement du Burkina Faso en fuite depuis septembre 2023. Selon le procureur militaire burkinabé, Ahmed Sountoura, Mahamadi Belem, inculpé pour des velléités de complot contre les autorités de transition, aurait commandé des pick-up pour faciliter son insurrection contre le régime Traoré avant que le projet ne soit éventré. D'autres prévenus, dont Jules Bissiandé ou encore le commandant Ouedraogo Sekou, SDGA de l'ANR, sont également en fuite. Ils sont aussi, indique Ahmed Sountoura, sous le coup de mandat d'arrêt. Retour sur les heurts qui ont opposé dans la journée de samedi des bouviers de l'abattoir de Port-Bouët dans le sud d'Abidjan aux forces de l'ordre. L'on dénombre une quinzaine de blessés et d'importants dégâts matériels à l'issue de ces violences provoquées par le refus des occupants des lieux de déguerpir pour se réinstaller sur le site de l'ancienne case d'Adjamé. 23 personnes ont été mises aux arrêts par la police suite à ces débordements. Durant plusieurs heures, dans la matinée de ce samedi 1er juin, l'abattoir de Port-Bouët dans la périphérie sud d'Abidjan a été le théâtre de violents affrontements entre des bouviers refusant de délocaliser leur activité et les forces de l'ordre. Preuve de l'intensité de ces violences, une quinzaine de blessés a été enregistrée, un cargo de la police complètement saccagé et un autobus de la Sotra mis hors d'usage par les manifestants en colère. Suite à ces débordements consécutifs à la volonté du district d'Abidjan de mettre en œuvre une décision prise le 18 mars de concert avec les occupants des lieux pour les délocaliser au niveau de l'ancien site de la case d'Adjamé, la police a fermement réagi
en menant une opération coup de poing au thème de laquelle 23 arrestations sont à dénombrer dans les rangs des bouviers. Nous ne nous laisserons pas détourner par notre mission, a indiqué le ministre-gouverneur du district d'Abidjan Cissé Bakongo, qui déplorait dans une note diffusée samedi par voie de presse la grève illimitée décidée par l'Union régionale des sociétés coopératives des marchands de bétail d'Abidjan. Direction le Nigeria où le gouvernement négocie avec les syndicats pour une suspension du mot d'ordre de grève illimitée à partir de ce lundi 3 juin. Parmi les motifs à l'origine de la colère des syndicats, la revalorisation du salaire minimum et l'augmentation fulgurante des tarifs de l'électricité. Plus de précisions dans ce reportage d'Africa News. Au Nigeria, le gouvernement demande aux syndicats de reconsidérer leur décision d'entamer une grève illimitée à partir du lundi 3 juin 2024. Les deux principaux syndicats du pays ont annoncé un débrayage en raison d'un désaccord avec les autorités sur un nouveau salaire minimum. Le Nigerian Labour Congress et le Trade Union Congress refusent les 60 000 naira proposés par le gouvernement. Ils ont indiqué qu'ils poursuivraient la grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Dans une interview accordée à nos confrères du Punch, le ministre de l'Information et de l'Orientation nationale, Idriss Mohamed, a déclaré que l'intérêt des masses devrait être la priorité absolue des syndicats et qu'une grève n'était pas la solution aux négociations en cours. Autre demande des syndicats, l'annulation de l'augmentation des tarifs de l'électricité qui a eu lieu au mois d'avril. Les coûts ont plus que doublé pour certains consommateurs. La Chine, premier créancier de la Zambie, assure vouloir soutenir Lusaka dans la restructuration de sa dette extérieure. C'est l'annonce faite ce vendredi par la vice-ministre chinoise des Affaires étrangères qui a également appelé la communauté internationale à s'impliquer dans ce processus d'allègement. La Chine a réitéré vendredi son engagement à soutenir la Zambie dans la gestion de sa dette, alors que des progrès significatifs ont été réalisés dans les négociations pour sa restructuration. Lors d'une conférence de presse, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné le rôle de la Chine en tant que premier créancier international à offrir un allègement de la dette à la Zambie. La diplomate a aussi appelé la communauté internationale à collaborer avec la Chine pour soutenir les pays surendettés. Rencontre au sommet ce vendredi entre les chefs d'État français et gabonais au Palais de l'Élysée à Paris. Emmanuel Macron et Brice Oligui Nguema ont discuté du renforcement de l'axe Paris-Libreville, tant dans les domaines économiques, militaires et environnementaux. Le compte rendu de nos confrères d'Africa 24. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a été reçu le 31 mai 2024 par son homologue français au Palais de l'Élysée. L'échange entre les deux chefs d'État a porté sur divers sujets, notamment sur les accords militaires qui lient les deux pays. Ce tête-à-tête au sommet fait suite à l'audience accordée par le chef d'État gabonais à Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président de la République française Emmanuel Macron. Durant les échanges, les deux chefs d'État ont redéfini les contours de leur coopération économique pour un partenariat mutuellement fructueux entre leurs peuples respectifs. Sur ce plan, les numéros 1 français et gabonais se sont félicités des retombées du Forum d'affaires économiques franco-gabonais qui a eu lieu à Paris le 29 mai 2024 et qui a réuni 600 chefs d'entreprise. Dressant un état des lieux sur la coopération franco-gabonaise, cette audience entre les deux hommes d'État constitue une continuité des échanges sur les relations bilatérales historiques entre les deux pays. L'engagement a été affirmé des deux parties sur plusieurs axes au plan économique, environnemental, avec la possibilité de lancement d'un partenariat forestier. Par ailleurs, le chronogramme de la transition en cours au Gabon a été présenté, suivi des résolutions du dialogue national inclusif qui s'est tenu à Libreville en avril 2024. Les pays africains en général ont besoin de se redéfinir dans le contexte mondial. Cela veut dire quoi? Il faut donner aux pays africains toute leur place dans le Conseil mondial. Mais cette place-là, aujourd'hui, entre le Gabon et la France, il s'agit de redéfinir des partenariats qui puissent profiter aux Gabonais. Parce que le Gabon est un pays vachement riche, mais le peuple gabonais souffre de l'inexploitation ou bien de la surexploitation par les compagnies étrangères. Il y a lieu de pouvoir repenser les partenariats économiques, afin de mettre en priorité
la satisfaction des populations. Les liens entre la France et le Gabon se sont consolidés et approfondis dans les domaines économiques, politiques, commerciaux et culturels. La collaboration avec la France dans le domaine militaire et le partenariat potentiel avec Airbus pour Fly Gabon sont entre autres des projets qui démontrent l'engagement du Gabon à s'intégrer davantage dans l'économie mondiale. Ouverture ce samedi 1er juin du dialogue national en Éthiopie. Toutes les composantes de la société éthiopienne sont invitées à identifier des solutions consensuelles aux défis que rencontre le pays dans divers domaines. Certains dans l'opposition critiquent néanmoins le manque d'inclusivité de l'initiative. Le dialogue national en cours en Éthiopie est l'opportunité pour les citoyens de relever les défis de la nation de l'avis du Premier ministre Abiy Ahmed. Participent à ces assises officiellement lancées le 1er juin 2024 des représentants du grand public, des partis politiques, les 3 organes exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que des membres du patronat éthiopien. Pour le chef du gouvernement, le dialogue national devra déboucher sur une solution consensuelle face aux soulèvements répétitifs et aux conflits irrédentistes à travers le pays. La seule façon de résoudre des problèmes qui ne sont pas résolus est la consultation. Nous avons survécu à une guerre, nous avons résolu certains de nos problèmes. Ce processus de discussion doit créer un compromis et une coopération entre les forces adverses. L'objectif du dialogue national est de faire de l'Éthiopie une nation d'espoir en renforçant l'unité nationale, une vision de l'exécutif que ne partage pas l'ensemble de la population. Depuis le 23 mai 2024, un caucus de 11 groupes de l'opposition dénonce le manque d'inclusivité et de transparence du processus. Pourtant, 2 années ont été consacrées à la collecte d'informations en vue de la tenue du dialogue national éthiopien. L'Éthiopie est un vaste pays aux réalités diverses. C'est pourquoi au cours des 2 dernières années, une commission a structuré le système et défini comment devait se dérouler le dialogue national. Nous sommes désormais mieux placés pour tenir des discussions profondes, identifier nos problèmes et recommander des solutions pour les résoudre. Le gouvernement est confronté à un conflit de plus en plus sanglant avec des groupes armés dans les 2 grandes régions d'Éthiopie, Oromia et Amhara. Des réformes économiques importantes sont nécessaires afin de faciliter un accord du FMI pour un retour à la stabilité. En raison de l'urgence humanitaire causée par les conflits et les changements climatiques dans le pays, plus de 20 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire et médicale principalement. Permettre aux mères en déficit de lait maternel d'alimenter leurs nourrissons en toute sérénité, c'est l'objectif de l'association ATA qui distribue du lait maternel naturel à des familles dans le besoin. Un gros soulagement pour des mères incapables de se procurer des produits pharmaceutiques coûteux. Dans un geste solidaire sans précédent, en Ouganda, l'Association pour le transit du tissu adipeux offre du lait maternel vital aux nourrissons vulnérables, apportant un soutien essentiel aux familles nécessiteuses. Faisant partie des bénéficiaires de cette noble initiative, Caroline Ikendi partage son expérience. Au départ, je ne savais même pas que le lait maternel pouvait se conserver aussi longtemps et je ne savais même pas qu'on pouvait en donner. Tout a commencé lorsqu'à l'hôpital, on m'a informé que je ne produisais pas assez de lait et qu'il fallait donc en obtenir de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je me suis demandé comment, puis j'étais sceptique car les gens boivent de l'alcool, certains ont des maladies, alors j'ai eu peur pour mes enfants. Mais l'ATA est arrivé, ils m'ont fourni du lait maternel et j'ai su que c'était réel. Malgré les défis persistants comme le manque de ressources financières et logistiques, l'ATA poursuit son engagement à aider chaque nourrisson dans le besoin. Ce qui nous motive, c'est le sentiment qu'on ressent lorsqu'une maman vous envoie une photo de ses enfants et vous dit qu'ils sont aussi les vôtres. C'est une joie pour toute l'équipe de voir ces bébés à qui nous avons donné du lait alors qu'ils pesaient entre 500 et 700 grammes grandir et évoluer. Certains ont maintenant 1 an et 2 ans. Ça nous encourage.
Ce sentiment est partagé par Léla Wamala qui donne son lait maternel. Après un entretien avec l'association, elle a dû passer un test de dépistage avant de recevoir des sacs pour stocker son lait. Elle raconte comment le deuil d'une maman l'a motivée à faire don. Une mère m'a contactée par l'intermédiaire d'une de mes amies. Elle m'a dit qu'elle venait d'avoir des triplés, mais l'un d'entre eux est décédé. Cette perte l'a rendue dépressive. Et à cause de ses pleurs et tout le reste, son corps a cessé de produire du lait. Alors elle m'a appelée en disant « Je sais que vous donnez du lait, pouvez-vous nous aider ?» Alors je l'ai fait et je l'ai aussi orientée vers l'ATA. Et aujourd'hui, les bébés vont bien et elle m'envoie toujours un gâteau pour la fête des mères. Elle continue de me remercier. Avec chaque goutte de lait maternel donné, l'ATA s'attaque aux stéréotypes pour le bien-être des nourrissons. Enfin, on part des festivités marquant le 80e anniversaire du débarquement de Normandie en France. Pour l'édition 2024, les dirigeants des pays dont les troupes ont pris part aux opérations militaires contre la Wehrmacht ont été invités pour ce 6 juin. Le président russe Vladimir Poutine, lui, ne sera pas de la partie. Son homologue français Emmanuel Macron l'a tout simplement ignoré en raison du conflit en Ukraine. Les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement ont débuté en Normandie. Ce dimanche, devant un public nombreux, plusieurs Douglas C-47 Skytrain, des avions légendaires de l'époque, ont parachuté des dizaines de jeunes soldats venus rendre hommage à leurs aînés qui sautèrent eux aussi avec courage dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Des dizaines d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale vont converger vers la France, pour certains peut-être pour la dernière fois, afin de revisiter de vieux souvenirs et d'en créer de nouveaux. Cette année, les cérémonies se dérouleront sans Vladimir Poutine, que le chef de l'État Emmanuel Macron n'a pas voulu convier pour cause de guerre en Ukraine. Ce dernier a par contre invité le président Volodymyr Zelensky. Le président américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, des membres de la famille royale britannique dont Charles III figureront de leur côté parmi les personnalités présentes lors des cérémonies du jour J le 6 juin prochain. C'est tout pour l'édition de l'information de ce lundi sur A12 Télévision. Merci de votre attention. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.